Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier volet consacré aux pionniers de l'aviation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aviation sportive qui va s'inscrire de 1908 jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale en 1914. 1908, je vous le rappelle, c'est une année charnière puisque Wilbur Wright arrive en France et il réalise toute une série de records avec son flyer, que ce soit des records de distance, d'altitude ou encore de vitesse. Il obtient avec son frère la primauté sur les vols contrôlés en aéroplane motorisé et il met ainsi un terme à la concurrence qu'il y avait à l'époque entre les Français et les Américains, notamment sur l'enjeu technologique sur l'invention de l'aéroplane. Il va établir toute une série de records, mais il va aussi créer une première école d'aviation à Pau, ce qui va marquer en fait les débuts de la professionnalisation du métier d'aviateur. Et ainsi, avec la mise en place du brevet de pilote, beaucoup d'aviateurs vont pouvoir se former à cette nouvelle discipline qui est l'aviation sportive. L'aviation va donc devenir à la fois une activité commerciale et industrielle pour les constructeurs, mais aussi une discipline sportive pour tous les nouveaux aviateurs pilotes. Les Français vont se montrer assez compétitifs, à la fois sur le domaine commercial, mais aussi sur le domaine sportif. Je prendrai l'exemple de Gabriel Voisin et Louis Blériot, qui ont travaillé un temps en collaboration pour fabriquer des prototypes, qui ont fini par se séparer et qui, indépendamment, ont réussi à produire quand même des aéroplanes fiables et commercialisables. Henri Farman, lorsqu'il réalise sa performance le 13 janvier 1908, il réalise sa performance sur un appareil Voisin. Louis Blériot, lorsqu'il traverse la Manche en 1909, c'est aussi sur son prototype personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écrits privés, les correspondances des pionniers vont considérablement évoluer pendant cette période. En fait, il va y avoir de nouvelles préoccupations dans leurs échanges, notamment entre les pilotes et leurs constructeurs. Les lettres vont contenir des informations sur les sensations ressenties au moment du vol, sur les dysfonctionnements techniques et les améliorations à apporter aux machines. Et ça va constituer en fait les nouveaux échanges entre les pilotes et les constructeurs. Il va y avoir toute une série de productions de mémoires pendant cette période de l'aviation sportive qui vont être rédigées notamment par des pilotes professionnels comme Roland Garros, comme Jules Védrine, comme Gabriel Voisin aussi. En fait, ces écrits mémorialistes sont très importants parce que il démontre que la compétition, toutes ces aventures sportives qui vont se dérouler pendant quelques années à partir de 1908 et jusqu'à l'aube de la guerre, eh bien, vont marquer considérablement les imaginations et les mentalités. Et donc, conscients de participer à cette période phare de l'histoire de l'aviation, eh bien, les pilotes vont vraiment écrire et produire toute une série de mémoires très très riches en informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette phase de l'aviation sportive, les femmes vont commencer à occuper un petit peu le champ de l'aviation. Alors elles étaient déjà présentes dans l'histoire du plus léger que l'air, elles participaient aussi aux aventures aériennes, elles participaient aussi aux sociétés aéronautiques de l'époque, mais lorsque l'aviation sur l'aéroplane motorisé va vraiment devenir une activité sportive, elles vont s'en emparer. Sur les 100 premiers brevetés, 38 seront des femmes. Et elles vont s'emparer de ce sport, même s'il continue d'être quand même très prisé par les hommes à l'époque. L'aviation sportive va aussi marquer finalement, va être ponctuée par des guerres commerciales, notamment aux États-Unis, puisque les frères Wright, lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis, vont commencer leur bataille judiciaire à l'encontre de tous ceux qui utilisent des aéroplanes fabriqués à partir avec un système de gauchissement des ailes qu'ils ont breveté, et donc ils vont mener de féroces batailles judiciaires à cette époque. Avant de rentrer aux États-Unis, les frères Wright vont engager un groupe de pilotes pour utiliser leur appareil lors de vols d'exhibition et ainsi valoriser la machine au moment où eux vont entamer des démarchages commerciaux pour pouvoir la vendre. Ils vont engager l'Italien Mario Calderara, le Français Charles de Lambert, le Britannique Charles Rolls et les Américains Archibald Hoxsey, Walter Brookins et Clifford Turpin. Lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis, les Wright vont commencer à échanger toute une série de lettres avec leurs pilotes et les conversations vont concerner la maniabilité de l'appareil, la cause des accidents qu'ils rencontrent, mais aussi les éventuels perfectionnements à apporter à la machine.
Mario Calderara est l'un des premiers à évoquer la maniabilité de la machine dans ses lettres à Wilbur Wright, notamment à partir de mai 1909, puisqu'il est victime d'un accident. Alors il rassure les Wright en leur disant que c'est lui qui est responsable de l'erreur technique, mais qu'il rencontre quand même des problèmes de maniabilité avec les commandes, notamment avec les leviers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le biplan Wright, à l'époque, il a 3 leviers de commande. Un levier qui commande le gauchissement des ailes, un autre qui commande le tangage et un autre qui commande le gouvernail de direction. Les Wright comprennent rapidement que ces leviers vont poser problème à leurs pilotes puisque Charles Rolls leur parle aussi de ces leviers et ils vont en supprimer un. Le problème, c'est que la maniabilité reste encore à perfectionner. Charles Rolls, lui, il va leur suggérer de faire comme Gabriel Voisin, le constructeur français, et d'installer un volant. En fait, Gabriel Voisin avait installé un volant, comme pour les automobiles, pour gérer le contrôle horizontal de l'appareil. Les Wright ne vont pas vraiment écouter Charles Rolls, ils vont continuer à s'entêter et vont garder leur machine telle qu'elle. Sauf que Rolls va aller plus loin, si vous voulez, dans le perfectionnement de la machine et il va apporter un regard sur ce qui se passe, notamment lors des compétitions. Et il dit que les organisateurs des courses commencent à être un petit peu agacés d'accueillir des aviateurs avec des biplans Wright parce que ça nécessite l'installation du rail de lancement. En fait, à l'époque, l'appareil des Wright n'est pas muni de roues pour pouvoir déplacer l'appareil et pour que l'appareil puisse atterrir et décoller de n'importe où. Il y a besoin obligatoirement de ce rail de lancement. Et ça commence à agacer les organisateurs des courses et donc ainsi à dévaloriser la machine pour les acheteurs éventuels. Rolls va continuer notamment en parlant des machines françaises, en disant qu'elles sont beaucoup plus maniables, beaucoup plus stables. En témoignent les exploits de Louis Paulan qui va être invité aux États-Unis avec un appareil Farman qui est assez performant à l'époque. Et Charles Rolls leur dit vraiment de s'inspirer des constructeurs français qui, eux, commencent à dominer un petit peu le marché européen. Les Wright ne vont pas répondre favorablement aux requêtes de Charles Rolls, ils vont se contenter de lui envoyer des brochures expliquant la maniabilité de l'appareil Wright. Alors ce que Charles Rolls va faire, c'est qu'il va acheter un appareil Farman de type 3. C'est un appareil qui est maniable et puissant à l'époque, il est équipé d'un moteur Gnome et il est surtout équipé en fait d'un système de roulement qui lui permet d'atterrir et de décoller n'importe où sans l'aide d'un rail de lancement. Alors, les Wright vont être assez piqués au vif quand même, ils vont être assez déçus de Charles Rolls, mais ils vont s'entêter et continuer à être persuadés que leur machine est très performante, notamment lorsqu'en juin 1910, Walter Brookins réalise un record de hauteur en volant à 1335 mètres. À ce moment-là, les frères Wright, ils écrivent à Charles Rolls en lui disant « Voyez, il n'y a pas besoin d'améliorer notre machine, elle arrive à établir des records, en témoigne la performance de Walter Brookins très récemment. » Ils écrivent cette lettre en juillet, soit un mois après la performance de Brookins, et ils écrivent à Rolls qu'ils sont persuadés en fait que ce record ne sera pas battu avant un moment. Alors c'est rigolo parce que le jour même où ils écrivent cette lettre à Charles Rolls, Hubert Latham bat le record de Brookins en volant à 1384 mètres. Et on se rend compte à ce moment-là, si vous voulez, que les Wright sont quand même relativement déconnectés de la réalité du terrain, de ce qui se passe au moment même, à ce moment même sur les terrains d'aviation et sur les champs de la compétition. En fait, les records tombent semaine après semaine et les aéroplanes ne cessent d'être améliorés à mesure que ces records viennent stimuler, si vous voulez, le perfectionnement technologique des appareils. Et les Wright, eux, n'en sont pas conscients, mais parce qu'ils sont aussi éloignés des terrains de l'aviation sportive. Alors pour ramener les Wright dans la réalité de cette nouvelle aviation sportive, il y a un industriel américain, Roy Knabenschuh, qui va les convaincre de créer une équipe d'exhibition pour accroître leur visibilité, mais aussi améliorer leur démarche commerciale. Roy Knabenschuh va réussir à les convaincre, il va superviser l'équipe d'exhibition, il va commencer à entraîner de jeunes pilotes sur le maniement des machines Wright. Alors l'équipe va être composée de 3 pilotes qui étaient déjà dans la compagnie Wright, Walter Brookins, Clifford Turpin, mais aussi Archibald Hoxsey. Et l'équipe, elle va être complétée par Ralph Johnson, Frank Coffin, Philippe Parmelee, Al Welch et Howard Gill.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Roy Knabenchuk crée l'équipe d'exhibition Wright, il y a un autre Américain, John Moisant, qui crée lui aussi une équipe d'exhibition, un cirque volant, et il va faire venir notamment des pilotes français aux États-Unis pour réaliser ces séries d'exhibition. Et parmi ces pilotes français, il y a Roland Garros qui va, dans ses mémoires, parler de l'équipe d'exhibition des Wright. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes des Wright vont très rapidement subir des accidents avec les appareils au moment où ils vont participer à des compétitions. Les Wright vont exiger dans leur correspondance que tous les pilotes expliquent et essayent de déterminer les causes de l'accident pour que eux, constructeurs, puissent comprendre d'où vient le problème, s'il vient du pilotage ou s'il vient de la machine. Rapidement, les Wright se rendent compte que les pilotes de leur équipe prennent beaucoup trop de risques au moment des compétitions, au moment où ils veulent battre des records, et en fait ça crée des perturbations de pilotage qui entraînent ensuite des accidents relativement graves. Alors Wilbur Wright va écrire une lettre à son équipe en disant « Je suis très sérieux quand je dis que je ne veux pas de cascades et de vols spectaculaires. Tout ce qui sera au-delà du vol simple sera marqué comme une faute et non comme un crédit. » Donc il demande à ses pilotes de rester tranquilles et de ne pas chercher justement à battre des records au risque de créer des accidents qui vont dévaloriser l'appareil Wright. Alors Roland Garros raconte une anecdote très intéressante à ce sujet. Il rencontre Ralph Johnson qui est du coup membre de l'équipe d'exhibition Wright, et il lui dit « Pourquoi tant de folie pour un pauvre prix de hauteur ?» Ce à quoi Ralph Johnston lui a répondu « Le prix n'est rien, mais il faut être sport, n'est-ce pas ?» Et alors c'est rigolo parce que les Wright qui ont toujours été dans le contrôle des machines sont opposés à des mentalités totalement différentes avec leurs pilotes, en la personne notamment de Ralph Johnson, qui eux sont vraiment dans le côté très compétitif, très sportif, au point parfois de prendre des risques inconsidérés. La sœur des Wright était, comme ses frères, très rangée. Elle préférait l'aviation plus sécurisante. Et elle disait, dans une de ses lettres qu'elle a écrite à un de ses amis, elle dit vraiment « Les compétitions, c'est un vrai cauchemar. Ces exhibitions commerciales me rendent malade. C'est tout à fait malsain. Ni les aviateurs, ni le public n'ont la bonne attitude. » Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que la famille Wright, elle est totalement déconnectée de ce qui est en train de se jouer sur les champs de l'aviation sportive à cette époque. Ils ne comprennent pas les prises de risques que les aviateurs prennent, et notamment leurs pilotes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe d'exhibition Wright, entre 1910 et 1912, va subir toute une série d'accidents qui va coûter la vie aux pilotes de l'équipe d'exhibition. Et ça va être un vrai carnage. Ça va énormément dévaloriser l'entreprise Wright. Ils vont regretter un temps d'avoir créé cette équipe. Mais en tout cas, l'équipe d'exhibition, elle est à l'image de ce qui se passe réellement sur les terrains de compétition à cette époque, c'est-à-dire prise de risque et tentative de record. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si les Wright sont autant déconnectés de la réalité, c'est parce qu'en fait, ils sont engagés dans des procédures judiciaires pour lutter finalement contre tous ceux qui utilisent leur système de gauchissement sans avoir acheté le brevet de fabrication. En août 1909, les frères Wright lancent un procès à l'encontre de l'industriel américain Glenn Curtiss pour avoir construit, vendu et utilisé des aéroplanes sur lesquels le système de gauchissement était utilisé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Glenn Curtiss, il s'y attendait à ce procès, et il leur a écrit une lettre avant qu'il démarre les procédures judiciaires. Il écrit « En ce qui concerne les questions de brevet, je tiens à suggérer que si vous envisagez une action, qu'elle puisse être examinée en privé entre nous pour nous éviter, si possible, l'ennui et la publicité des poursuites et des procès. » Donc Glenn Curtiss, il s'y attendait. Il cherche dans ses lettres à proposer un arrangement aux Wright, que les Wright vont refuser, bien évidemment. Et il commence à lancer les procédures au moment où Glenn Curtiss part en France pour participer au meeting de Reims en août 1909. Alors, une fois qu'ils ont lancé les instructions judiciaires, les Wright vont proposer bien sûr un arrangement à Glenn Curtiss. Ils vont lui proposer de payer 1 000 $ pour chaque machine fabriquée dans son entreprise et 100 $ par jour d'exhibition. Glenn Curtiss ne peut pas se le permettre, donc il refuse cet arrangement.
Et les Wright vont obtenir très rapidement une injonction contre Glenn Curtis pour qu'il cesse ses activités commerciales le temps de la procédure. Ça, c'est un droit que les inventeurs américains peuvent obtenir aux États-Unis. En fait, l'inventeur a le droit de poursuivre tous ceux qui ont utilisé l'invention le temps de la procédure d'examen. Glenn Curtis, il arrive à trouver une parade, il paye une caution de 10 000 $, il fait appel de la décision du juge, ça lui permet de reprendre ses exhibitions le temps de la procédure d'appel. Entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les Wright, ils ont quand même instruit de nombreuses procédures judiciaires à l'encontre d'industries ou à l'encontre de pilotes qui sont venus aux États-Unis utiliser des machines qui utilisaient le système de gauchissement. Ils poursuivent l'industriel Ralph Saulnier qui vend des avions Blériot aux États-Unis, et les avions Blériot à l'époque étaient équipés du fameux système de gauchissement. Ils lancent aussi des poursuites contre la Société aéronautique de New York pour avoir acheté des appareils à l'entreprise de Glenn Curtis. Ils vont aussi obtenir une injonction à l'encontre de Louis Paulan, qui est venu faire une série d'exhibitions avec ses appareils Blériot et Farman. Alors Louis Paulan est obligé de rentrer en France, malheureusement. C'est aussi le cas du Britannique Claude Graham Wright, qui s'en retourne en Angleterre une fois que les Wright ont réussi à obtenir une injonction contre lui. Donc la guerre fait rage aux États-Unis avec tous ceux qui utilisent ce système sans avoir acheté le brevet des Wright. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre qui va opposer l'industrie Wright à Glenn Curtis, elle va durer quand même assez longtemps. Elle va durer de 1909 jusqu'à 1917. L'impact de cette guerre va être assez conséquent puisque les Wright, avec ce brevet, obtiennent le monopole de fabrication des engins aéronautiques aux États-Unis. Mais ça va totalement asphyxier l'industrie américaine puisque en ayant le monopole, ils ne parviennent pas à produire suffisamment d'engins, notamment pour satisfaire les besoins de l'armée américaine au moment où ils vont rentrer en guerre en 1917. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 1909 et 1917, les Wright ne vendent que 38 avions à l'armée américaine contre 232 par l'entreprise Curtis. Et le gouvernement, au moment où il entre en guerre, quand il fait l'état des lieux finalement de sa flotte aérienne, il constate que la guerre des brevets lancée par les Wright a totalement asphyxié l'industrie aéronautique, ils en ont beaucoup trop besoin, et donc le gouvernement met un terme aux procédures judiciaires entamées par les Wright en 1909. En 1917, la guerre des brevets est terminée, et ça permet à d'autres industries américaine donc de se lancer dans la fabrication des aéroplanes, et les Wright perdent le monopole à ce moment-là. Cette guerre des brevets a été un vrai désastre, mais ça démontre l'état d'esprit dans lequel les Wright étaient déjà depuis très longtemps. À trop vouloir monopoliser le marché, eh bien ils en ont perdu finalement toute la gloire et la reconnaissance de leur pays notamment. L'aviation sportive va transporter avec elle aussi toute une série d'écrits privés et mémorialistes sur ce que vivent les aviateurs au moment des grandes compétitions aériennes. Ils vont raconter finalement ce qu'ils traversent physiquement et psychologiquement au moment où ils vont se lancer dans les grandes compétitions aériennes. En fait, on est dans une nouvelle conception du rapport de l'homme et de la machine. L'engagement du corps, la prise de risque, le danger parfois mortel que suscite l'aviation sportive à cette époque font partie intégrante finalement de cette nouvelle discipline sportive, et les aviateurs vont retracer finalement toutes ces perturbations physiques et psychologiques dans leurs écrits privés. Par exemple, Marc Pourpre commence à écrire dans une de ses lettres, en lettres capitales, il écrit « J'ai la figure complètement en sang, le soleil m'a cuit comme une pomme ». À cette époque, ils étaient très peu protégés au moment où ils se lançaient dans les airs, et ils pouvaient subir les ravages de la pluie, de la grêle, du soleil sur leur peau. Donc ils étaient quand même très, très abîmés. On a Brain de Jonc Desmoulinet, un aviateur, qui raconte que ses vêtements ils étaient toujours salis par l'huile, peu importe les précautions qu'il prenait, qu'il avait en fait très mal aux oreilles à cause du bruit des moteurs et qu'il devait bourrer ses oreilles de ouate. Il disait que la grêle pouvait lui faire saigner la peau du visage,
tellement c'était violent, et qu'en fait les remous occasionnés par l'avion, par le vent, dans les airs, eh ben, c'était tout autant en fait de moments inconfortables pour le pilote. On a Harriet Quimby, qui était journaliste et aviatrice, qui raconte dans un de ses articles toutes les précautions qu'elle avait dû prendre avant de se lancer dans la traversée de la Manche. Elle explique que sous son costume, elle portait 2 paires de combinaisons de soie, un long manteau de laine, un imperméable américain, qu'elle avait une écharpe de peau de phoque autour des épaules, et que même cet accoutrement en fait n'a pas satisfait ses amis qui avaient très peur en fait pour sa sécurité au moment où elle allait se lancer dans les airs, et ils sont arrivés avec une énorme poche d'eau chaude qu'ils lui ont collée et fixée à la taille, voilà, par peur qu'elle ne prenne froid dans les airs. Et puis elle raconte que voilà, au moment où elle est arrivée de l'autre côté de la Manche, la poche d'eau chaude a été complètement gelée. Donc c'est vraiment des moments d'inconfort, de risque physique aussi, de souffrance physique que les aviateurs racontent, mais ça ne les empêche pas, si vous voulez, de se lancer dans l'aventure et dans la compétition aérienne. Jules Védrine, par exemple, raconte qu'au moment où il a subi un accident, il a été rapidement hospitalisé, mais la course n'était pas finie, elle se faisait en plusieurs étapes. Et en fait, il a demandé au médecin à sortir le plus vite possible pour pouvoir finir sa compétition. Roland Garros, au moment où il participe à la compétition qui relie Paris à Rome, il réalise la plupart de ses vols avec une clavicule cassée. Walter Brookins, le pilote américain de l'équipe d'exhibition Wright, s'est un jour cassé le nez et cassé les dents, mais il a continué quand même sa compétition. Rappelez-vous, quand Louis Blériot a traversé la Manche en juillet 1909, il avait les chevilles totalement brûlées par les projections de vapeur de son moteur. Et malgré ses chevilles brûlées, il a réalisé quand même un exploit ce jour-là. Faut savoir aussi qu'à l'époque, au moment où les compétitions s'enchaînaient, les pilotes n'avaient pas suffisamment d'heures de sommeil, ils ne mangeaient pas à leur faim, ils étaient peu pris en charge médicalement parlant, soit parce qu'ils le refusaient, soit parce qu'il n'y avait pas toujours l'assistance médicale à disposition. Donc ils vivaient au quotidien leur souffrance physique. Et il n'y a pas, si vous voulez, que la souffrance physique. Il y a aussi une vraie souffrance psychologique. Roland Garros, il en parle. Lorsqu'il écrit qu'il est victime d'un accident, il dit « Je restais paralysé sous les débris, le moindre mouvement me causait de vives douleurs, je crus avoir l'épine dorsale brisée. Alors je songeais à l'espoir déçu, au précieux appareil anéanti, et mes nerfs harassés se détendirent dans une crise de larmes. » C'est-à-dire que la douleur physique, elle est tellement immense, mais elle s'accompagne aussi d'une douleur psychologique. Alors déjà, la douleur psychologique, quand il parle de son précieux appareil anéanti, c'est-à-dire qu'il attribue à du matériel une valeur sentimentale, mais il attribue aussi une valeur sentimentale à la compétition et au fait que finalement, la compétition, elle est terminée au moment de l'accident. Et là, il avoue finalement fondre en larmes. C'est vraiment des écrits très forts, et beaucoup de pionniers ont raconté finalement cette douleur psychologique aussi au moment de casser un appareil, au moment de briser son corps, mais aussi au moment de perdre une compétition. Les femmes, comme le raconte Harriet Quimby, ne sont pas épargnées par les accidents, et Marie Marvin, une aviatrice célèbre, raconte un jour un accident qu'elle a subi, un accident qui était quand même relativement grave. Elle dit « Mon casque était complètement enfoncé dans la terre, mon visage baigné dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. » C'est des récits quand même assez violents. Il faut s'imaginer le temps d'attente aussi de ces aviateurs lorsqu'ils sont coincés sous la masse de débris. Eh bien, il faut que les gens arrivent jusqu'à eux, arrivent à enlever les débris, à les dégager sans les blesser davantage. Marie Marvin raconte qu'elle avait tout son réservoir d'essence qui s'était vidé autour d'elle et sur elle, et qu'au moment où elle a vu les secours arriver, elle a réussi à trouver suffisamment de force pour crier
aux gens de ne pas allumer de briquet ou de cigarettes à proximité de la zone de l'accident parce que tout allait péter à cause de l'essence. Donc voilà, cette assistance, elle met du temps à arriver, et puis voilà, il faut imaginer le pilote baignant dans son sang, vivant cette douleur physique et psychologique assez dure, tout le temps où on les prend en charge. Voilà, donc c'est des écrits assez forts. Certains pilotes ont utilisé, si vous voulez, cette douleur en signe de courage et d'abnégation pour la cause aérienne. C'est le cas par exemple de Louis Gaubert, pour qui finalement la blessure témoigne d'un engagement fort, que ce soit à la fois physique et psychologique, dans une cause, là pour le coup, la cause de l'aviation aérienne, de l'aviation sportive, pardon. Il écrit, au moment où il réalise le circuit européen, après avoir perdu l'œil droit, je crois avoir donné le meilleur exemple de courage et d'abnégation. Donc ça témoigne aussi, voilà, de cet engagement qui est assumé par la plupart des aviateurs à cette époque. Voilà, prendre des risques, c'est totalement assumé et c'est signe de courage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes, les aviateurs, n'ont pas été les seuls à subir des dommages corporels au moment des accidents. Il faut savoir que le public qui assistait aux courses aériennes à l'époque était très très près des aviateurs et des avions, et lorsqu'il y avait des pertes de contrôle des aéroplanes, et bien des fois le public était touché par l'accident. C'est le cas par exemple de Louis-Émile Train, qui a tué accidentellement le ministre de la guerre Maurice Berthaud en tentant un atterrissage d'urgence après avoir perdu le contrôle de son appareil. Eh bien, il a foncé dans la tribune et il a tué une personnalité politique de l'époque. Mathilde Franck, en perdant le contrôle de son appareil, elle a tué un enfant dans le public. Et Ralph Johnston, un membre de l'équipe Wright, a lui aussi blessé grièvement des gens en atterrissant d'urgence. Donc finalement, l'aviation, elle ne tue pas que ses aviateurs, elle tue aussi ceux qui la regardent. Et la mort, on le verra, elle fait partie intégrante du paysage de l'aviation sportive à cette époque. Elle est présente partout où les aviateurs se rendent avec leurs avions. Beaucoup en ont parlé dans leurs écrits de cet accident mortel et des décisions qu'ils ont prises au moment où ils ont assisté finalement à ce genre d'incident. C'est le cas par exemple de l'aviatrice Thérèse Pelletier, dont le compagnon Léon Delagrange s'est tué en avion, et elle a pris la décision, après cet accident, elle, d'arrêter totalement l'aviation, tellement la douleur a été insupportable pour elle de perdre son ami dans cette pratique-là. Beaucoup de femmes vont d'ailleurs se tuer en pratiquant l'aviation. L'aéronaute Edith Cook, elle se tue en tentant un saut en parachute en 1910. Je vous parlais d'Harriet Quimby tout à l'heure pour sa traversée de la Manche. Elle meurt après avoir été éjectée de son appareil avec son passager à Boston en 1912. Et à l'époque, la question de la ceinture avait été posée justement à cause de ces accidents où les aviateurs étaient projetés de leur appareil. Certains ont décidé en fait de s'affranchir de l'aspect mortel de l'aviation pour en faire une cause utile. C'est le cas d'Adolphe Pégou, qui lui a expérimenté le parachute. Il était aussi un grand acrobate des airs, et il a expérimenté des prototypes de parachute, et il était conscient bien sûr au moment de sauter avec son parachute de risquer sa vie tous les jours, et il dit: qu'importe si je meurs, ce ne sera qu'un aviateur de moins, mais si je réussis, combien d'existences précieuses seront conservées à l'aviation. C'est-à-dire qu'il est conscient que ce qu'il fait, c'est pour une cause. Et en même temps, il se mélange au milieu de tout un tas d'aviateurs, et il estime qu'ils sont tellement nombreux finalement qu'on ne verra peut-être pas la différence s'il disparaît. Donc il y a vraiment ce va-et-vient entre le fait qu'ils sont une communauté suffisamment vaste pour être remplacés très rapidement, et en même temps ils sont conscients de faire quelque chose de très important pour l'histoire en fait, pour l'histoire de l'aviation, comme le dit Pégou. Et donc ils prennent le risque. Ferdinand Ferber, quand il a écrit aussi à sa femme sur les risques qu'il prenait, il en parlait aussi de ce danger mortel en fait. Il dit: naturellement on meurt.
Et vous croyez que je n'ai rien risqué depuis 8 ans? Curieux, là où j'ai risqué le plus, c'est la première fois à Nice et ensuite en 1904 et 1905 à Chalais. Depuis, c'est pour moi moins dangereux. Mais qu'un fil casse ou seulement un bois important est quick, on le sait très bien, mais ça n'arrêtera rien. On sent en fait, si vous voulez, qu'ils sont pris dans un engrenage, ils ont mis le doigt dans un engrenage et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors pour Ferber, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, lui, il est persuadé que les risques, il les a pris au moment de la phase expérimentale. Quand il parle de ses essais à Nice et de ses essais à Chalais jusqu'en 1905, pour lui, c'était la phase expérimentale qui était la plus dangereuse parce que l'on testait des prototypes qui n'étaient pas sûrs, qui n'étaient pas fiables. À partir de 1909, il est convaincu que l'avion est une technologie aboutie et donc que l'aviation sportive n'est plus un risque. Or, eh bien, il est dans la période s'ouvre où il y a de nombreux accidents aussi pendant les compétitions. Plus on multiplie les appareils et les vols, et plus on accroît finalement le risque de l'accident. Alors, il écrit cette lettre à sa femme, et quelques jours après, il s'engage dans un meeting à Boulogne-sur-Mer. Et au moment de ce meeting, il va subir un accident qui va un petit peu lui abîmer le visage, et il va écrire une lettre à un de ses amis, le comte de Castillon de Saint-Victor, et dans laquelle il fait allusion à la chute qu'il vient de subir. Il écrit « Ayant fait une petite chute en aéroplane, j'ai la figure un peu en compote. » Et en fait, on peut observer à la fin de sa lettre, il fait son autoportrait, et on le voit avec une énorme bosse sur le front. Et en fait, il en rit presque, puisque c'est vraiment, quand vous lisez cette lettre, quand vous voyez cette lettre, vous avez vraiment l'impression que, voilà, pour lui, c'était un moment comme un autre. Presque il en rigole. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours après, au même meeting de Boulogne-sur-Mer, Ferber se tue lors d'un vol. Et c'est presque l'ironie de l'histoire, en fait. Il en était conscient, il savait que ça allait arriver, il ne savait pas quand. Il plaisantait finalement de l'accident, et puis cet accident, l'aviation a fini par avoir raison de lui. Mais comme je vous le disais, la mort, elle est totalement intégrée par les aviateurs, et certains préféreraient même mourir en tant qu'aviateur que mourir autrement. Ça, c'est Jules Védrine qui l'écrit, il dit « Je sais combien je serais furieux si jamais je trouvais la mort en tombant dans mon escalier ou en glissant sous les roues d'un autobus. » Mourir pour l'aviation, c'est peut-être mourir utilement. Ça, il le dit, Védrine, il en est convaincu. Il dit que c'est mourir aussi pour la science. C'est mourir pour la patrie, d'une certaine façon, mourir pour une cause. Et pour lui, c'est plus important de mourir pour l'aviation que de mourir d'une mort banale. La mort, elle avait pour objectif aussi de marquer les mentalités. L'accident a marqué les imaginaires à l'époque, à tel point que parfois ça a cristallisé, si vous voulez, le pilote dans sa pratique aérienne, et ça en a fait une légende. Dans une lettre écrite à un de ses amis dans les années 50, Henri Capferrer, qui a été aéronaute, qui a pratiqué aussi l'aviation, écrit à Charles Dollfus, un ami à lui qui a été historien. Il écrit « J'ai eu la chance de n'avoir eu ni causé à mes équipages d'accidents graves. C'est là peut-être une des raisons qui fait que mon nom et mon rôle sont oubliés. Les accidents frappent l'imagination. Je vous assure que ce n'est pas sans amertume que je le constate. » Cette lettre de Capferrer, elle est très intéressante. Alors déjà, elle est écrite dans les années 50, c'est-à-dire que plus de 40 ans après l'aviation pionnière, cette période de l'histoire, elle continue à l'habiter, parce qu'il continue à en parler. Et quand il dit que les accidents frappent l'imagination et que parce qu'il n'en a pas eu, l'aviation ne se souvient pas de lui, c'est vraiment que l'accident mortel et l'accident en lui-même a cristallisé beaucoup d'événements. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a parlé de certains pilotes. Beaucoup ont refusé ce risque mortel. Certains ont rapidement été découragés par leur famille. Au moment où ils rentraient au sein de leur famille, ils ne revenaient plus ensuite sur les champs de compétition, et en fait, la famille les avait convaincus que c'était beaucoup trop dangereux et qu'il fallait arrêter.
D'autres ont choisi de retourner à des activités sportives qui étaient beaucoup plus sécures. Cette période de l'aviation va donc susciter l'envie et le besoin de s'inscrire définitivement dans cette période historique de l'aviation. C'est pour ça que certains pionniers écrivent leurs mémoires. C'est pour ça aussi que certains vont chercher à marquer cette période de l'histoire par des performances et s'inscrire dans la légende de l'aviation. Il y a un enjeu mémoriel à ce moment de l'histoire de l'aviation qui va se poser. Les frères Wright et Clément Ader font partie des pionniers qui vont s'emparer de cette construction mémorielle et qui vont commencer à construire l'héritage qu'ils vont laisser à leurs descendants. Deux choses. Clément Ader, premièrement, il va publier en 1909 un ouvrage, L'aviation militaire. C'est un ouvrage qu'il avait préparé déjà depuis longtemps. Et il va le publier en incorporant des lettres qu'il a échangées avec les membres de l'armée au moment où il avait établi un contrat avec l'armée française. Cette publication, elle a un objectif très précis et je vous en parlerai après. Deuxièmement, les frères Wright, ce qu'ils vont faire à partir de 1908, donc on est vraiment sur des années charnières, 1908, 1909, on sent que quelque chose d'historique est en train de se jouer, notamment dans la construction mémorielle. Les Wright, eux, en 1908, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à écrire à l'ensemble de leurs correspondants pour recueillir les lettres qu'ils ont écrites et pour commencer à récupérer tout un tas de documents importants dans l'idée finalement de construire leur histoire parce qu'ils savent qu'ils ont marqué l'aviation en obtenant la primauté sur les premiers vols motorisés et donc de ce fait ils vont commencer à construire l'héritage qu'ils vont vouloir laisser. Clément Ader choisit de publier son ouvrage L'aviation militaire en 1909. Donc c'est un ouvrage très intéressant, précurseur même, puisqu'il va imaginer l'aviation militaire telle qu'elle sera dans quelques années d'ailleurs. Et donc c'est un ouvrage quand même relativement pertinent. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'à la fin de son ouvrage, il va publier donc l'ensemble des lettres qu'il a échangées avec les membres de l'armée au moment où il réalisait ses expériences, dans les fin des années 1890. Cette publication, elle n'est pas anodine. Il l'avait dit d'ailleurs, qu'il l'avait conservé volontairement, ces lettres, dans l'espoir d'un jour se justifier et de montrer finalement qu'il avait participé d'une certaine façon à l'avènement de l'aviation. Et donc cette publication, elle a ce rôle-là et elle intervient à une époque très importante, c'est-à-dire qu'elle intervient quelques mois après l'arrivée de Wilbur Wright en France, c'est-à-dire au moment où Wilbur Wright obtient la reconnaissance internationale sur les premiers vols, Clément Ader choisit de publier cet ouvrage. Cette publication, elle va s'accompagner d'une lettre écrite, d'une lettre ouverte écrite au président de la République, dans laquelle Clément Ader va parler à nouveau de la récompense qui lui était due au moment où il avait terminé son contrat avec l'armée. Il a toujours parlé de cette récompense qui ne lui a jamais été versée. Et ce qu'il demande au président dans cette lettre, il demande à ce que le million de francs qui lui est dû soit reversé dans la fondation d'un prix qui récompensera le premier aviateur qui réalisera le circuit qu'il était censé réaliser en 1897 à Satori. Et donc, cette lettre publiée donc, dans les journaux, elle va susciter des réactions des pionniers français. Henri Farman va lui écrire, il y a des militaires qui vont lui écrire aussi pour le soutenir, pour l'ériger, si vous voulez, en père de l'aviation française, notamment, parce qu'en fait, l'idée à cette époque-là, c'était aussi pour les Français de se réapproprier une part de l'aviation que les Wright avaient emmené finalement avec eux aux États-Unis. Ils voulaient récupérer une part du succès, notamment en la personne de Clément Ader qui avait réalisé des expériences avant les frères Wright. Et donc, Clément Ader va obtenir des courriers, donc Henri Farman va lui écrire des courriers, il y a des généraux qui vont lui écrire, et il va conserver ces lettres, et dans une deuxième édition, quelques années plus tard, il va publier une deuxième édition de son aviation militaire où il va incorporer toutes les lettres qu'il a reçues entre 1909 et 1914. Donc,
Cette publication, elle ne se fait pas de manière totalement inconsciente, hein. Tout est calculé pour alimenter finalement une image de précurseur de l'aviation que Clément Ader avait perdu en quelque sorte après ses essais de Satori en 1897 et qu'il tente de se réapproprier au moment où les frères Wright ont obtenu le succès en France. Clément Ader va aussi faire un choix assez stratégique au moment où il va confier son prototype, son avion numéro 3, celui avec lequel il avait volé à Satori. Au moment où il va choisir de l'exposer, il ne va pas choisir n'importe quel musée. Il va le confier au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, qui est un conservatoire qui expose les grandes inventions technologiques du XXe siècle. Et donc ce choix, pareil, il n'est pas fait au hasard. Le choix du Conservatoire des Arts et Métiers, il est bien spécifique à l'aspect technologique. Et Clément Ader souhaite d'une certaine façon participer à ces grandes réalisations technologiques du XXe siècle en y exposant son avion numéro 3. Je vous le disais, Clément Ader veut à un moment donné se réapproprier aussi une part de la reconnaissance qui a été faite aux frères Wright. Et en fait, ça s'inscrit dans une sorte de duel entre la France et les États-Unis à cette époque, où les Français vont tenter de se réapproprier une forme de performance qu'ils ont pu obtenir avant l'arrivée des frères Wright en France. Gabriel Voisin, qui a été très chauvin dans ses écrits, c'est quelqu'un qui a toujours défendu l'aviation française, va utiliser Clément Ader comme, si vous voulez, comme père fondateur de l'aviation française pour pouvoir argumenter sur l'avance des Français en matière d'aviation avant l'arrivée des frères Wright. Et alors, c'est un homme qui va, donc déjà qui va écrire tout au long de sa vie sur la période de l'aviation, et dans les années 60, il va continuer à en parler dans ses correspondances, et il a un ami, l'historien Charles Dollfuss, avec qui il va échanger de nombreuses correspondances dans les années 60. Et Charles Dollfuss, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit sur l'histoire de l'aviation, et c'est un historien qui a raconté les faits tels qu'ils se sont déroulés, c'est-à-dire que les Wright ont obtenu la primauté sur les premiers vols motorisés en France, donc ils ont obtenu cette reconnaissance technologique, et Gabriel Voisin va le lui reprocher. Tout au long de ces années, sur un ton amical, il va reprocher à Charles Dollfuss d'avoir écrit que les Wright ont été les premiers à voler. Voici ce qu'il lui écrit dans une de ses lettres. « Une seule ombre à ce tableau, ton incorrigible désir inexplicable de donner à deux hommes sans aucun intérêt dans l'histoire de l'aéronautique une place qu'ils te doivent, car sous ta plume et sous ton talent, ils seraient à leur place entre Maxime et l'Anglais, tous deux infiniment plus techniciens que tes bouseux de Dayton. » Alors, quand il parle des bouseux de Dayton, donc on sait qu'il parle des frères Wright, et on voit tout de suite que Gabriel Voisin n'est pas du tout d'accord au moment où il faut attribuer la primauté des premiers vols motorisés aux frères Wright. Il n'est pas du tout d'accord là-dessus. Il avait déjà tenté, quelques années auparavant, de demander à des pionniers de lui fournir des arguments en sa faveur, pour prétexter que les Français avaient réussi à voler avant les frères Wright. Et dans les années 30, il avait obtenu une lettre de Louis Blériot. Donc Louis Blériot a envoyé une lettre à Gabriel Voisin dans laquelle il lui a listé tous les vols qu'il avait lui-même réalisés avant l'arrivée des frères Wright. Et voici ce que Louis Blériot écrit à Gabriel Voisin. « Je vous envoie ci-dessous la liste de mes principaux vols officiels faits avant l'arrivée des Wright en France et confirmant ce que vous avez toujours dit, c'est-à-dire que leur venue chez nous ne nous a rien appris. » Et alors, ça participe, si vous voulez, de ce mouvement patriotique de vouloir finalement se réapproprier une performance technologique avant l'arrivée des Wright. Louis Blériot y a contribué d'une certaine façon en participant aux arguments de Gabriel Voisin qui était à l'époque en train d'écrire des articles et un ouvrage là-dessus. Donc les Wright, ils ont dérangé finalement à un moment donné les Français, et au moment de construire cette mémoire de l'aviation, eh bien, les Français, à l'instar de Gabriel Voisin, ont tenté de se réapproprier une part de la performance au détriment des frères Wright. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les frères Wright, eux, de leur côté, ils vont aussi fabriquer leur propre histoire.
Les frères Wright, eux, lorsqu'ils vont retourner aux États-Unis en 1909, je vous le disais, ils vont commencer à rassembler tout un tas de documents pour commencer à écrire leur histoire et proposer un héritage sur leur engagement dans l'aviation pionnière. Lorsqu'ils vont rentrer aux États-Unis, ils vont être accueillis au Smithsonian Institute, qui est un institut scientifique très influent à l'époque, et qui est aussi le siège de l'histoire technologique américaine, l'histoire scientifique américaine. Donc c'est un organisme important avec lequel les Wright ont créé du lien déjà depuis quelques années. L'Institut les accueille et leur remet une médaille pour tous les exploits qu'ils ont réalisés en Europe. Cette médaille, elle n'a pas n'importe quel nom, c'est la médaille Langley, du nom de Samuel Langley, qui était expérimentateur aussi en aviation au moment où les Wright ont réalisé leurs premiers exploits. Et Samuel Langley était aussi secrétaire du Smithsonian Institute, donc c'était un membre influent. L'Institut décide d'organiser une exposition dans laquelle les machines de Samuel Langley seront exposées aux côtés de celles des frères Wright. Ne voulant pas leur donner les prototypes originaux, les Wright se proposent de construire des modèles réduits pour pouvoir les faire partager lors de l'exposition. Cependant, ils se rendent vite compte déjà que les modèles réduits qu'ils vont proposer, s'ils sont exposés à côté des modèles grandeur nature de Samuel Langley, eh bien, visuellement, le résultat ne sera pas le même. Les spectateurs pourront être induits en erreur s'ils voient des modèles réduits au lieu d'observer des modèles grandeur nature. Et en plus de ça, les Wright craignent une chose, c'est que les expériences et les machines de Samuel Langley soient perçues comme étant en connexion avec leurs propres travaux. Et donc ils ont peur que le public interprète les travaux de Samuel Langley comme des travaux antérieurs de ceux des Wright ou ayant un quelconque lien avec eux. Finalement, ils se rendent compte que pour leur histoire personnelle qu'ils sont en train de créer, de fabriquer, eh bien, ils n'ont pas intérêt à participer à cette exposition. Ils vont être embêtés quelques années plus tard, toujours avec le Smithsonian Institute, par Glenn Curtiss. Glenn Curtiss, en 1914, il se propose de tester les appareils de Langley pour prouver que eh bien, les prototypes de Langley, ils étaient fiables. Et ça va beaucoup agacer les Wright, parce que s'il y parvient, ça donne une antériorité à Langley sur les performances des Wright. Et alors ça, ils sont vraiment assez inquiets des expériences de Glenn Curtiss. Ils vont demander au Smithsonian Institute d'arrêter ce genre d'expérience. Si le Smithsonian veut obtenir le flyer en exposition, eh bien, il est important d'arrêter les expériences que Curtiss est en train de lancer. Le Smithsonian, ça l'intéresse pas plus que ça. Et donc, pour faire un pied de nez à l'Institut, Orville Wright, qui est le dernier encore vivant puisque son frère est mort quelques années plus tôt, prend la décision d'exposer le flyer à l'Institut technologique du Massachusetts en 1916. Voilà. Et il espère ainsi faire changer d'avis les membres de l'Institut sur les essais que Curtiss est en train de mener. Voyant que ça n'a aucun impact sur les décisions de l'Institut, Orville va leur demander de revoir totalement les expériences qui sont en train d'être menées en comparaison avec ce que lui a réalisé avec son frère pour prouver toujours son antériorité par rapport à Langley. L'Institut continue encore de refuser les demandes d'Orville Wright. Alors là, en 1928, Orville Wright y met un terme à ces échanges avec l'Institut et il décide d'exposer son flyer au Musée des Sciences de Londres. Mais comme le Smithsonian Institute a un rôle influent dans la visibilité des performances technologiques et scientifiques de l'histoire des États-Unis, c'est une vraie vitrine, Orville n'a pas abandonné, si vous voulez, son intention d'exposer son flyer au Smithsonian. Et ils vont parlementer pendant de nombreuses années, toujours autour des expériences de Curtiss sur les machines de Langley. Et finalement, le Smithsonian va accorder à Orville Wright gain de cause, donc le Smithsonian va arrêter les essais menés par Curtiss, et il va y avoir un accord qui va être signé en 1943 entre Orville Wright et le Smithsonian Institute. C'est un accord qui ne sera rendu public qu'en 1978. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet accord, il explique que le Smithsonian s'engage à accueillir le flyer, le prototype des Wright,
en exposition à condition que le Smithsonian reconnaisse l'antériorité des performances technologiques aux frères Wright et à personne d'autre. Et tant que le Smithsonian racontera que les Wright ont été les premiers, ils pourront disposer du flyer. Et c'est un contrat qui est quand même qui fait polémique parce que finalement, si on arrive à prouver scientifiquement qu'un pionnier a réalisé des expériences relativement intéressantes et beaucoup plus performantes que celles des Wright avant eux, eh bien le Smithsonian refusera systématiquement de reconnaître cette antériorité au profit juste des Wright, de l'histoire des Wright. Voilà, vous pouvez donc constater à travers les exemples de Clément Ader et des frères Wright que la construction mémorielle, ça a été un enjeu très fort pour l'aviation pionnière, notamment en ce qui concerne la primauté des premiers vols maîtrisés. Et cette construction mémorielle, elle a encore un impact aujourd'hui sur la façon dont on parle de l'aviation pionnière. Certains continuent de penser que Clément Ader a volé avant les Wright, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat. On sait que les vols de Clément Ader n'ont pas été maîtrisés. Mais voilà, le débat continue à vivre à travers notamment cette construction mémorielle qui a été pensée déjà il y a bien longtemps. Aux États-Unis, le débat est totalement verrouillé. Personne n'envisage, si vous voulez, de contredire la primauté des Wright sur les premiers vols motorisés, mais il y a quand même des débats, il y a quand même des polémiques qui surgissent de temps à autre pour essayer de déstabiliser cette convention que Orville a signée avec le Smithsonian Institute et qui empêche littéralement toute forme de débat scientifique. Donc la construction mémorielle, ça peut faire polémique et il faut en tout cas aujourd'hui être vigilant là-dessus et essayer de comprendre de quelle manière elle a été fabriquée, voilà, pour mieux comprendre finalement les enjeux qui entourent cette primauté sur les premiers vols motorisés. Voilà, c'était la fin du dernier volet consacré aux pionniers de l'aviation. J'espère que ça vous a plu. Vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur l'aviation pionnière, il y a encore beaucoup d'archives à consulter, il y a encore beaucoup d'historiens qui travaillent sur la question. Moi-même, je n'ai pas pu consulter tous les documents qui existent encore à ce jour, mais en tout cas, voilà, je continue de faire des recherches là-dessus. Voilà, la recherche en histoire, elle est perpétuelle, elle ne s'arrête jamais. Et donc il faut sans arrêt réactualiser ses connaissances et mettre à jour de nouveaux faits inédits sur l'histoire de l'aviation. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces interventions et je vous dis peut-être à très bientôt sur la chaîne de l'Aéro Masterclass. Au revoir.